Économie de Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de cette édition. Et à la une, la menace grandissante d'un boycott économique d'Israël. John Kerry a-t-il allumé un incendie samedi en avertissant des risques d'un tel boycott en cas d'échec des négociations israélo-palestiniennes? Coup de projecteur dans un instant sur les conséquences de ce scénario éventuel. Nous irons aussi en Californie. Les élites de la haute technologie envahissent San Francisco, les loyers flambent. Et pour optimiser le temps de présence de leurs cadres, les employeurs sont aux petits soins et multiplient les services gratuits. Du coup, ce sont les commerçants qui font grise mine. On y revient dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On ouvre avec un point rapide sur l'essentiel de l'actualité du jour, avec d'abord cette série de statistiques qui ont trait à la production en Asie et en Europe. On commence avec cette confirmation, la croissance de l'activité en Chine a ralenti au mois de janvier avec un score de 50,5, le plus bas depuis 6 mois pour l'indice PMI manufacturier officiel. En réaction, les principaux marchés asiatiques ont clôturé dans le rouge ce matin. En Europe, en revanche, du mieux, y compris en France, 49,3 pour ce même indice PMI, au plus haut depuis septembre, même si l'activité manufacturière reste en dessous de 50 et donc en contraction. 56,5 pour l'Allemagne, un sommet depuis 3 ans, et puis plus forte croissance depuis avril 2010 pour l'Espagne. L'indice y atteint 52,2 en janvier, 54 pour l'ensemble de la zone euro. Le Pakistan en aura-t-il bientôt fini avec les pénuries d'électricité? L'approvisionnement en énergie est devenu ces dernières années un problème stratégique dans ce pays de 180 millions d'habitants, pourtant puissance nucléaire. Islamabad est très proche de signer un accord avec le Qatar pour assurer sa fourniture en gaz naturel liquéfié. On parle de 2,5 milliards de dollars par an. Le ministre du pétrole pakistanais promet que cet hiver sera le dernier hiver de mécontentement pour la population. La demande de gaz naturel du Pakistan est estimée à 220 millions de mètres cubes quotidiens, le double de ce que peut produire le pays à partir de ses propres gisements. L'Europe, toujours sur la menace d'une déflation. En janvier, l'inflation a de nouveau ralenti en zone euro à 0,7% contre 0,8% en décembre. On est toujours loin des objectifs de la BCE qui souhaite la maintenir autour des 2%. Du coup, son patron, Mario Draghi, pourrait annoncer jeudi prochain une nouvelle baisse de son principal taux directeur qui atteint déjà depuis 3 mois un plancher historique à 0,25%. Pour certains analystes, l'amélioration d'autres indicateurs comme l'activité privée ne suffira pas à éviter une telle mesure. D'après eux, l'actuelle prévision d'inflation de la BCE pour 2014, 1,1%, semble trop optimiste pour la zone euro. Et puis autre menace en Europe, celle d'une nouvelle bulle sur le marché de l'immobilier à Londres. Le rapport entre prix moyen d'une acquisition et revenus y est très largement supérieur à la moyenne nationale, puisqu'un bien immobilier dans la capitale britannique coûte en moyenne 11 fois le revenu annuel disponible d'un londonien, contre 6,5 fois au niveau national. Et c'est du jamais vu depuis la crise financière de 2007-2008. Pour les experts d'Item Club, auteurs de l'étude, les conditions d'une bulle sont réunies aujourd'hui. Selon une autre étude, les mises en vente de biens immobiliers ne suivent pas la demande. On en est au 5e mois consécutif de recul à ce niveau-là au Royaume-Uni. Le boycott d'Israël, on y vient. Alors le dossier ne cesse de prendre de l'ampleur ces jours-ci à mesure que les pressions américaines s'accentuent sur le gouvernement de Binyamin Netanyahou pour obtenir de lui des concessions dans les négociations avec les Palestiniens. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a introduit il y a quelques jours le facteur boycott dans les discussions. À Jérusalem, on évoque un chantage, mais craint-on vraiment cette menace de boycott côté israélien? Élément de réponse avec Anthony Lesme. La pression du boycott sur l'État israélien est de plus en plus forte. L'année dernière, l'Union européenne s'était interdit de subventionner des projets israéliens mis en œuvre en Cisjordanie. Et depuis quelques semaines, les entreprises israéliennes ont subi de nouvelles attaques, en particulier en provenance du nord de l'Europe. Au Danemark d'abord, l'établissement bancaire le plus important du pays a annoncé la fin de sa collaboration avec la banque israélienne Hapoalim. En Norvège, le ministère des Finances a ordonné le retrait de 2 compagnies israéliennes de son fonds pétrolier national. En Hollande, Vitens, une société d'eau potable, a mis fin à sa contribution avec le gestionnaire des eaux israéliennes Mekorot en raison du contexte politique. Et PGGM, le géant des fonds de pension hollandais, leur a emboîté le pas en annonçant l'arrêt de toute activité avec 5 banques israéliennes. Le cas de PGGM est intéressant. Ils ont encore plus de 100 millions d'euros investis en Israël dans des fonds privés de capitaux propres en Israël même. Ils ne boycottent pas Israël. Là n'est pas la question. Mais ils refusent de cautionner les implantations. Une généralisation du boycott qui ne serait pas sans conséquences économiques.
Le ministère israélien des Finances estime qu'une baisse de 20% des exportations vers l'Union européenne pourrait coûter au pays plus de 5 milliards de dollars et près de 10 000 emplois. Pourtant, certaines entreprises israéliennes implantées dans les territoires veulent relativiser. Les Juifs ont été boycottés depuis 2000 ans. Si vous comparez aux 2000 dernières années, notre situation actuelle n'a jamais été aussi bonne. Reste qu'Israël cache mal son inquiétude. Depuis 2011, une loi interdit les appels au boycott. La Cour suprême doit d'ailleurs se prononcer sur la légalité de cette mesure le 14 février prochain. Par ailleurs, 28 millions de dollars ont été demandés par le ministère des Affaires étrangères pour une campagne de communication. Objectif, contrer ce qu'ils appellent un mouvement de délégitimisation. Lorsque vous tapez Israël dans Google, vous voyez le conflit, des soldats, l'armée et les Palestiniens. Et si vous allez à Tel Aviv, vous pouvez en fait marcher librement dans les rues. Et c'est toujours une grosse surprise pour les gens. En plus de cette dimension politique et économique, le boycott est aussi une question médiatique. Scarlett Johansson peut en témoigner. Fin janvier, les associations palestiniennes ont créé la polémique en dénonçant les activités dans les implantations de SodaStream, une entreprise israélienne spécialisée dans les boissons gazeuses. Égérie de la marque, l'actrice a dû renoncer à son rôle d'ambassadrice d'Oxfam, deux fonctions considérées par l'ONG comme incompatibles. Pourtant, Scarlett Johansson a déclaré que SodaStream donnait du travail aux Palestiniens et servait la paix dans la région. Alors que les négociations entre les deux camps s'enlisent, le secrétaire d'État américain John Kerry a évoqué samedi dernier les risques d'intensification du boycott si le processus de paix échouait. Le lendemain, le Premier ministre Netanyahou fustigeait ses propos et avertissait qu'il ne céderait pas au chantage. Le bras de fer est donc engagé. Et un sérieux bras de fer entre la Maison-Blanche et le gouvernement Netanyahou. Alors on va tenter de se concentrer sur les aspects économiques, les conséquences d'une éventuelle généralisation de ce boycott. Cette menace a-t-elle déjà un impact? Et pour en parler, nous accueillons un entrepreneur basé justement dans l'une des régions concernées par ce boycott. Bonjour David Ventura. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes exploitant viticole à Ofra, c'est au nord de Jérusalem, sous contrôle donc israélien, qui pourrait basculer côté palestinien dans l'hypothèse d'un État. Ça vous préoccupe cette histoire de boycott? On va dire que ça préoccupe un peu tout le monde. Dire que ça préoccupe pas, c'est pas vrai. Maintenant, dans l'avenir, je pense que il y a eu souvent pas mal de pourparlers. Je pense pas que ça se fera. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez estimer les conséquences d'un boycott sur votre activité? Est-ce que c'est chiffrable en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi? Déjà, c'est un vrai problème. Si l'endroit où on est, Judée-Samarie, de ce qu'ils parlent en ce moment, de que ça devient Palestine, ou ce qu'ils en parlent, et on devient sur contrôle palestinien, c'est un gros problème. Au niveau du travail, au niveau de la fabrication, on a beaucoup de vignes dans la région, dans toute la Judée-Samarie, dans toute la région du Shomron, de la Samarie, on a beaucoup de raisins. La cave elle-même se trouve en Judée-Samarie, à Ofra, et on peut dire que ça pourrait bloquer pas mal de choses. Ouais, vous n'avez pas une idée des chiffres au niveau du chiffre d'affaires peut-être? Des chiffres d'affaires, ça je pourrais pas vous dire, parce qu'il y a quand même pas mal. On va dire dans toute la Judée-Samarie, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de Asakim, de sociétés qui travaillent dans toute la région sur pas mal de choses, que ce soit des pâtisseries, que ce soit du vin, que ce soit des fabrications, des menus, il y a toutes sortes de tout le travail. Le chiffre, je pourrais pas vous estimer le chiffre exactement. Ouais. Alors votre clientèle à l'export, est-ce qu'elle est sensible déjà à ces questions d'ordre politique? Surtout, quand on exporte aux États-Unis, on a beaucoup moins de problèmes, on n'a aucun problème. C'est surtout en Europe. En Europe, c'est un peu compliqué quand on envoie à l'export. On est obligé d'avoir un bureau, une succursale qui se trouve hors de Judée-Samarie, comme à Jérusalem ou à Tel Aviv, pour avoir une facturation directement basée sur Tel Aviv, d'un bureau, un siège hors de Judée-Samarie. Ou sinon, dans les douanes françaises, surtout en France, en Belgique aussi, en Italie, ils bloquent dès qu'ils voient Judée-Samarie. S'ils voient une région comme Ofra où je suis actuel, ou toute la région de Judée-Samarie, on peut dire qu'ils peuvent bloquer les marchandises. Donc vous avez déjà des contraintes d'étiquetage de la part de l'Europe. Comment ça se passe jusqu'à présent? Est-ce que vous vous sentez déjà pénalisé par rapport à ça? Pour l'instant, non, mais on essaye de faire attention. Moi, je suis l'un des seuls, on va dire, viticulteurs en Israël qui met le nom sur chaque bouteille, il y a marqué Judée-Samarie. Je suis l'un des seuls qui le fait. D'abord, c'est une bénédiction, on va dire Judée-Samarie, pour moi. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème. On évite sur les cartons qui est marqué Judée-Samarie. C'est quand on envoie à l'export, il y a quelques mois, on a envoyé de la marchandise à l'export en France. On va dire qu'on a découpé toutes les étiquettes sur les caisses Judée-Samarie, mais sur les bouteilles, ils y étaient.
Ouais. Alors on sait que beaucoup de vignobles en Israël sont concernés par un éventuel boycott. Vous pensez que c'est une menace pour la filière entière ? Une menace, non, parce qu'on va dire que 90% des consommateurs qui achètent tous les produits de tous les viticulteurs d'Israël, en général, 90% c'est que des gens de confession israélite. C'est pas des non-juifs qui achètent du vin. On n'achète pas du vin israélien. Ils achètent du vin cachère. D'où notre problème, bien sûr. Aux États-Unis, on n'a pas ce problème. Aux États-Unis, quand on exporte, les non-juifs, justement, veulent acheter des produits cachères avec la référence You, parce qu'ils savent que la qualité de vin cachère est de très bonne qualité. Merci David Ventura d'avoir accepté de répondre à nos questions. Allez, autre dossier, la Silicon Valley serait-elle victime de son succès ? On s'oriente à San Francisco vers une véritable lutte des classes. Deux camps, les habitants d'abord présents de longue date et qui voient débarquer massivement. L'autre camp, ce sont les cadres de la haute technologie, des nouveaux venus qui transforment les structures de la ville avec notamment des loyers qui explosent et la ville semble encourager cette tendance. Johanna Citruc. Des bus immobilisés, le symbole d'une ville divisée. Ces dernières semaines, à San Francisco, les incidents se sont multipliés. Des manifestants ont notamment bloqué à plusieurs reprises les navettes qui conduisent les salariés de Google et Facebook jusqu'à leur travail dans la Silicon Valley. Des employés accusés d'être responsables de la hausse des prix et des loyers dans la région. Ces bus sont le symbole de la gentrification qui est en train de se produire, de cette nouvelle population qui arrive, de ces nouveaux appartements qui sont construits où les 4 pièces se louent à $9 000 par mois. En seulement 2 ans, les loyers de la ville de San Francisco ont bondi de 30% et les expulsions de 170%. L'industrie technologique est en train de transformer complètement cette communauté sans rien donner en retour à ceux qui vivent ici. La ville leur offre des exemptions de taxes, leur ouvre les portes en grand, mais les conséquences sont néfastes pour ceux qui vivent ici. Néfaste pour les habitants, mais aussi pour les commerçants. Car pour inciter leurs employés à passer plus de temps au travail, les entreprises de la Silicon Valley ne manquent pas d'arguments. Repas, salles de gymnastique ou encore pressing, sur place, de nombreux services sont disponibles et gratuitement. Problème, la ville ne fait rien pour endiguer ce phénomène. Au contraire, grâce à des aides, des allègements fiscaux, elle tente d'attirer encore plus de travailleurs du secteur de la technologie. Une politique controversée qu'elle justifie par la baisse du chômage. 17 000 emplois ont été créés dans la technologie depuis que M. Lee est maire de San Francisco. C'est donc un vrai succès. C'est une industrie qui croît rapidement. Et ce que nous savons au sujet de la technologie, c'est que pour chaque emploi que nous créons dans ce secteur, 5 autres sont créés dans notre économie. Pour apaiser les tensions, San Francisco a promis de construire 30 000 logements supplémentaires d'ici 2020. La moitié sera destinée aux résidents à faibles et moyens revenus. Et après la côte ouest des États-Unis, direction la East Coast pour le Media Watch. Et on retrouve Johanna Citruc. Alors aujourd'hui, pas le choix, l'Amérique ne parle que du Super Bowl remporté hier à New York par Seattle. Bonjour Johanna. Bonjour. Alors on le sait, le Super Bowl, c'est au moins autant une affaire de sport que de gros sous. Oui, exactement. Aux États-Unis, la finale donc, du football américain, ce qu'on appelle le Super Bowl, est un événement majeur, incontournable. Et les dépenses engendrées sont à la hauteur du show qui est organisé. Premièrement, pour assister au match, obtenir une donc, des 80 000 places disponibles dans le stade, il fallait débourser un peu plus de $2 000 pour les billets les moins chers et plus de $10 000 pour les billets les plus chers. Et ça, ce ne sont que les chiffres officiels, puisque vous imaginez bien qu'il y a tout un marché noir qui s'est développé en parallèle sur la vente de ces billets et que certains sont vendus jusqu'à quelques heures, quelques minutes même avant la rencontre à des prix particulièrement élevés. Alors ça, c'est à l'extérieur du stade. Comment ça se passe à l'intérieur ? Alors les prix sont très élevés, même exorbitants. Ce qui a particulièrement choqué les fans, c'est le prix du chocolat chaud. $11 et même $20 si on le prend dans la tasse souvenir. Et pour ce qui est des souvenirs, justement, certains étaient vendus à plus de $4 000, notamment un ballon signé des joueurs des deux équipes qui se sont rencontrées hier soir, c'est-à-dire les Seahawks de Seattle et les Broncos de Denver. Et puis là aussi, où c'est aussi intéressant, c'est côté télévision, quelques records cette année. Oui, alors il y a d'abord les droits liés à la diffusion. La chaîne Fox a dû débourser environ $6 milliards.
dollars. Et puis il y a aussi les recettes publicitaires. Et avec plus de 100 millions de téléspectateurs, les annonceurs se sont bousculés, se sont disputés pour diffuser leur publicité pendant la rencontre. Mais toutes les marques n'ont pas pu se payer ce luxe puisque ça coûte particulièrement cher. Alors, par exemple, pour un spot de seulement 30 secondes, il faut compter 4 millions de dollars. C'est particulièrement impressionnant. L'année dernière, c'était 3,8 millions de dollars. Alors, à ce prix-là, on a pu voir Bob Dylan vanter les mérites de Chrysler, David Beckham en petite tenue pour H&M, et puis aussi Scarlett Johansson et Jerry de SodaStream, l'entreprise donc israélienne qui fait la polémique actuellement. On en a parlé, ça. Merci Johanna, et à demain. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. On parlera des 10 ans de Facebook. Restez avec nous, l'information continue.